Donc j'espère que vous allez bien. Bonjour à tous, je le répète, hein. Bienvenue sur ce live. N'hésitez pas aussi à vous manifester sur le chat, hein, comme ça on peut discuter tous ensemble de cette actualité football qui est plutôt calme aujourd'hui. On a eu quelques matchs hier avec par contre la grosse défaite du FC Barcelone. Le match nul d'Arsenal, hein, Manchester City qui se rapproche en première ligue. Désolé, je bouge pas mal, j'essaye de trouver mon bon angle. Et après, on pourra partir tranquillement. Voilà. Donc, on va pouvoir commencer quand même sur cette actu du jour. Donc, on avait un petit match de Première Ligue, le deuxième demi-finale de Coupe du Roi, de la Ligue des Champions féminine aussi, avec les prochains adversaires de l'OL Lyon, hein, dans cette Ligue des Champions féminine, et on aura un peu de Saudi Pro League. On va passer rapidement sur la Saudi Pro League. Donc, voilà pour le programme. Et après, on aura notre petite revue de presse. Donc, on va démarrer direct avec ce match de Première Ligue avec le leader Arsenal qui jouait contre Brentford à Brentford, hein. Alors le stade de Brentford, il s'appelle le Brentford Community Stadium, d'après ce que je vois. Donc match nul entre les deux équipes. Et c'est une bonne nouvelle pour Manchester City quand même, hein. On va en parler juste après au niveau du classement. On va juste checker les compos. Donc les compos, c'est ce qui était à peu près annoncé côté Arsenal, hein. Raya dans les cages, Timber, Gabriel Mosquera par contre en défense centrale. Pas de William Saliba qui était absent. Il n'y a pas de raison précise, mais en tout cas, William Saliba qui était absent. Gabriel Magalhaes, on l'a dit. Hincapié à gauche. On avait Eze au milieu de terrain avec Zubimendi, Rice, Eze. On l'avait annoncé comme titulaire, hein. Odegaard est rentré à la mi-temps, hein, même Eze est sorti. Bukayo Saka aussi qui est revenu. Mais en tant que titulaire, on avait Leandro Trossard, Victor Gyökeres et Noni Madueke. Côté Brentford, on avait Kelleher dans les cages, Yarmolyuk au milieu de terrain, hein, pour ceux qui connaissent, Ouattara aussi à droite, Dango, Dango Ouattara, il me semble, c'est non, le Burkinabé. Burkinabé, voilà, Burkina Faso pour Dango Ouattara. Donc qui était présent aussi, Thiago devant en attaque. Et ça a été un match nul pour Arsenal, hein. On va le voir juste là. Donc Madoki qui a ouvert le score à la 60e minute et c'est Lewis Potter qui est venu égaliser. Donc match nul pour cette équipe d'Arsenal. La possession était du côté des Gunners. Salut à toi le Défrisé06, bienvenue sur ce live, merci pour les likes. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu passes une bonne matinée en ce vendredi 13 février. Si tu souhaites discuter football, n'hésite pas. On va peut-être parler aussi de l'OGC Nice juste après, hein, je vois le 06 dans ton pseudo. On va peut-être parler OGC Nice, hein. Il y a la conférence de presse juste après de Claude Puel et Dante au centre d'entraînement. Donc on verra ce qu'ils nous disent avant le match contre l'Olympique Lyonnais. Si on retourne quand même sur ce match entre Arsenal et Brentford, donc on voit des stats plutôt équilibrés, hein. Il n'y avait pas forcément une grosse domination d'Arsenal, hormis dans la possession. 7 tirs 2 cadrés pour Arsenal, 12 tirs 3 cadrés pour Brentford. On avait aussi, bon, au niveau des tirs, on les voit là, 2 arrêts côté Raya, un arrêt pour Kelleher. Donc ça a été un match nul. Au niveau du classement de cette première ligue, c'est ça qui nous intéresse. Salut à Bulb aussi, bienvenue sur le live une nouvelle fois Bulb. Merci pour les likes. N'hésitez pas à venir discuter football entre nous. Merci évidemment pour ces likes, ça fait énormément plaisir pour nous faire monter dans le référencement de TikTok. Tu vas faire le débrief du 5 d'hier. Euh, Est-ce que c'est vraiment utile pour tous ceux qui nous regardent de faire un débrief de ce 5? Après, il n'y a pas énormément de viewers, mais voilà, défaite logique. On a eu du mal à rentrer dans ce match. La fin a été dure physiquement, et donc ça a été une défaite. Mais au moins, on a pris un peu de plaisir. Euh, Évidemment, j'ai mal de partout, j'ai pris beaucoup de coups, je trouve. Merci en tout cas pour la pêche, le défrisé, ça fait plaisir. Évidemment, les cadeaux, c'est toujours cool d'en recevoir. Merci évidemment. Donc sur ce classement de Première Ligue, Arsenal premier, mais qui est à 4 points de Manchester City. Il n'y a pas de match en retard, pas de match en avance. Donc 4 points, ça commence à se resserrer pour les Gunners. Est-ce qu'ils vont craquer dans cette fin de saison de Première Ligue? On a la 26e journée. Donc il reste
un peu plus il reste une dizaine de matchs. Merci encore hein, pour les pêches, le défrisé, merci beaucoup. Je sais pas si ça fait des animations, moi je le vois pas sur le retour, mais je sais pas si ça fait des animations sur le live en tout cas. Merci aussi Bulbe pour cette rose, pour cette deuxième rose aussi, merci évidemment. Euh, merci beaucoup. Euh, donc Arsenal qui est plus qu'à 4 points, qu'à 4 points c'est tout doux. En cœur tout doux. Ok. Ok. Bah, merci aussi pour le cœur tout doux. Pour le je t'aime aussi du défrisé. Voilà, le petit café. En tout cas, merci énormément pour les cadeaux. Ça fait extrêmement plaisir. Quel est le programme du live ce matin? Alors, on en parlait. On fait un petit débrief des matchs de hier soir, pardon. Donc là, on était sur le match nul entre Arsenal et Brentford. On va parler aussi de la Coupe du Roi, hein, la grosse défaite du FC Barcelone, 4-0. On va revenir sur les matchs de Ligue des Champions féminines aussi, rapidement, hein. Je sais que ça intéresse pas tout le monde, mais on peut en parler, évidemment. Moi, ça m'intéresse. Euh, et de Saudi Pro League, on vous donnera les résultats, mais c'est pas ce qui nous intéressera le plus. On ira aussi sur les matchs de ce soir. Il y a de la Ligue 1 avec le PSG Rennes, Monaco-Nantes. Ça sera sûrement le plus intéressant. La Ligue 2 aussi. Le match de Serie A. Il y a un match de Liga. Il y a de la FA Cup ce week-end en Angleterre. Et de la Bundesliga. Et après, on fera notre petite revue de presse, hein, où on va parler une nouvelle fois de la crise Beansport, LFP Media, Nicolas de Taverneau qui a quitté Ligue 1+, enfin LFP Media. On va revenir aussi sur Alexander Seferin, le président de l'UEFA, les coachs, une nouvelle fois, Abibay, Francaise, la concurrence en équipe de France aussi, avec Warren Zaïre-Emery, Malo Gusto, Jules Koundé, euh, le Paris Saint-Germain aussi qui se relance petit à petit, et peut-être le placement de Denis Zakaria, et on essaiera de trouver d'autres articles évidemment. Alors, qu'est-ce que j'ai raté dans le live? En tout cas, merci pour le Steven Wingman, Bulbe, merci énormément. Alors, quel est le programme du live de ce matin? Arsenal condamné à craquer à chaque fois. Euh, est-ce que c'est l'histoire d'Arsenal? Euh, Moi, ce que je disais précédemment sur les lives, je pense que Arsenal ne doit pas se focus sur les deux compétitions, que ce soit la Ligue des Champions et la Première Ligue. Il doit se mettre à fond sur cette Première Ligue. On sait que c'est hyper important en Angleterre, cette Première Ligue, voire ça compte plus qu'une Ligue des Champions. Donc, même si Arsenal a été invaincu lors de cette phase de Ligue des Champions, oui, je pense que ça serait un pari risqué pour les Gunners de jouer sur les deux compétitions malgré l'effectif qu'ils ont. On sait qu'ils sont sujets à de nombreuses blessures, hein, à chaque fois. Chaque saison, il y a des blessures. Là, William Saliba était absent, je ne sais pas, il n'y a pas les raisons, hein, il n'était même pas sur le banc. Donc j'aimerais bien voir Arsenal remporter cette première ligue. Il mérite, hein, je trouve qu'il propose quand même un jeu assez attrayant depuis quelques années avec Mikel Arteta. Mais oui, hein, on a l'impression que c'est un espèce de cimetière indien, hein, qui sont maudits, ces Gunners. Et est-ce qu'ils vont craquer une nouvelle fois? Euh, En tout cas, je l'espère pas. En plus, devant Manchester City, une nouvelle fois aussi, ça serait un peu triste. Salut, salut, vive le saucisson. Bienvenue une nouvelle fois sur ce live. Merci pour les likes. N'hésitez pas à bombarder, hein, pour les likes, hein, ça fait plaisir, ça nous fait monter dans le référencement et c'est gratuit. Euh, donc n'hésitez pas les gars, en tout cas bienvenue sur ce live, vive le saucisson. Donc voilà sur cette équipe d'Arsenal, je sais pas si vous aviez d'autres questions concernant, je sais pas, les buteurs, Mikel Arteta, la composition. Est-ce qu'on les voit faire un parcours en Ligue des Champions? Honnêtement, je, je ne vois pas Arsenal aller loin en Ligue des Champions. Je vois peut-être une élimination un peu à la Liverpool l'année dernière, que ça soit en huitième, quart de finale. À choisir LDC ou Première Ligue Arsenal. Moi je dis Première Ligue pour Arsenal. Comme je l'ai dit, c'est plus important pour les supporters anglais. Et ça fait tellement longtemps qu'ils l'ont pas remporté. Je pense que la Ligue des Champions, ils ont beaucoup trop de concurrence, je dirais. C'est les vacances ce soir, je vais au collège. C'était collégien, vive le saucisson. Je suis bien, c'était une semaine chill pour moi.
Bah, en tout cas, passe de bonnes vacances, hein. Je sais pas, j'allais dire tu pars en vacances, c'est pas trop toi qui décides, mais en tout cas, passe de bonnes vacances, en tout cas, à partir de ce soir. Attention, hattrick commune. Ouais, on veut m'attirer des problèmes. Nous, en tout cas, sur TikTok, il y a rien. Bon, arrête, on va finir dans les Epstein Files avec tes conneries. Mais non, en tout cas, passe de bonnes vacances. Ça parle de Tudor à l'OM. Alors, on a des supporters de l'OM dans ce live. Une nouvelle fois, est-ce qu'on va parler de l'OM sur cette actu du jour? Possiblement. Merci le défrisé pour le cochon amoureux, en tout cas. La semence de vin, c'est présent aussi, je vois qu'il a rejoint. Tudor à l'OM, est-ce que ça serait une bonne idée? Je pense que sur Arsenal Brentford, on a passé, donc on va pouvoir, on peut discuter de l'OM si vous le souhaitez. Ouais, je suis en quatrième et beaucoup de gens me traitent de raciste alors que j'aime trop le saucisson. Ça casse les couilles. Tudor, ça serait super. Alors là, je suis choqué. Bulbe, on se connaît un peu. Est-ce que tu aimerais un retour de Igor Tudor à l'Olympique de Marseille? Alors là, je suis sur le cul. Merci en tout cas pour le wingman. Euh, on a parlé, hein, ça fait 2 jours qu'on parle de ces lives de l'Olympique de Marseille, de ces entraîneurs à l'Olympique de Marseille depuis le départ de Roberto De Zerbi. En termes de jeu, c'était le meilleur. Waouh, waouh! Tudor, selon moi, meilleur entraîneur de l'OM sur ces dernières années. En termes de jeu, c'était le meilleur. Oui, celui qui a proposé le meilleur jeu ces dernières années. Après, oui, il est fou. Oh, le meilleur jeu, sincèrement. En tout cas, merci pour les roses au jus de Vince. Je ne sais pas qui s'appelle Vincent ici, mais en tout cas, merci pour les roses. Ça fait plaisir. Du jeu, du caractère et tu avais une moins bonne équipe. Ah ouais. Ah ouais, donc là, on est dithyrambique sur Igor Tudor à l'Olympique de Marseille si ça serait lui. Merci en tout cas à Lo sur le live. Est-ce que c'est. Ah, mais c'est bien Laura. Bon, en tout cas, bienvenue sur le live, ça fait plaisir. Ok, bah, merci beaucoup. Écoute, bienvenue. Si tu t'intéresses au football, c'est encore mieux, hein. Parle pas, parle pas, ma meuf. Ça va, on discute. Laura, c'est la famille. C'est des bizarres, vous. Ça veut m'attirer les mineurs, ça va, hein. Pourquoi tu parles jamais de tennis? Eh ben parce qu'on n'est pas un live tennis, mon pote. On n'est pas un live tennis, on est là pour discuter football. Après, si tu souhaites qu'on parle tennis, on peut essayer, mais déjà, c'est pas ce qui m'intéresse le plus, et je suis pas forcément le tennis en tout cas. Merci à toi, le jus de Vence. Euh, donc, si on peut revenir sur les débats foot quand même. Euh, Non, c'est bon, merci. Ok. Euh, Il jongle entre le jus de vin et la semence de vin, c'est génial. Euh, Sur le débat Tudor, donc parmi tous les entraîneurs qu'on a cités, on avait des Laurent Blanc, on avait des Habibey, on a même parlé de pourquoi pas des entraîneurs étrangers qui paraissent un peu chers pour cette Olympique de Marseille. Francaise, ça a l'air d'aller vers Rennes. Je sais pas, Laurent Blanc, Patrick Vieira, il y avait quoi comme nom aussi? On a parlé de Amorim, tout ça, mais pour vous, ça serait Tudor le plus sexy à l'Olympique de Marseille? Honnêtement, vu son dernier passage à la Juve, sachant qu'il avait plutôt une bonne équipe, je trouve, à choisir Tudor, Conceição. Alors Conceição, jamais de la vie. Honnêtement, on en a parlé hier. Moi, je suis pas le plus grand fan. Bale dans l'ordre. Conceição, oh la vache. Putain, mais moi, je serais plus team Habib Bey quand même. Bah, moi, c'est ce que je disais sur les récents lives. Je pense que Habib Bey est un bon coach. Alors, il y a un peu ce syndrome c'est lui la star, hein, on parle beaucoup de lui, hein, on le voit beaucoup, mais je trouve qu'en général il parle beaucoup foot quand il parle en conférence de presse. Ce qu'il proposait à Rennes, c'était pas dégueulasse avec l'équipe qu'il avait, hein, il a installé beaucoup de jeunes joueurs dans cette équipe de Rennes. Il a perdu son vestiaire à la fin sur des remarques, hein, qu'on il est con. Euh, on parlait beaucoup de lui à la fin sur le jeu, mais je trouve qu'à Rennes, il a fait du bon travail. Il les a sauvés l'année dernière, faut pas oublier. Il proposait du beau football. Oh, donc c'est quoi? Merci pour le capybara,
Capybara le défrisé. Mais, mais ouais, j'aime beaucoup Abibay, je le verrais bien à l'Olympique de Marseille. On le répète encore une fois, hein, il connaît le club, il est attaché à ce club. Alors des fois, ça a tendance à pas forcément marcher avec des entraîneurs qui aiment énormément le club de Marseille. Mais, mais je trouve que c'est un bon coach et pour moi, ça serait la meilleure option pour l'Olympique de Marseille, hein. J'avais pensé à Francaise, mais Francaise, on le répète, hein, mais il est plus côté Stade Rennais. Ou sinon, pourquoi pas un nouveau coach étranger. Après, il va falloir mettre les moyens. Mais il y a des coachs étrangers qui peuvent être intéressants. On parlait de Edin Terzic aussi. Donc, on en parlait de lui à l'AS Monaco une fois que Hadji Hutter a été renvoyé. Mais un Edin Terzic à l'Olympique de Marseille, moi, j'aimerais bien voir ce que ça donne. Je trouvais que c'était un bon coach. Il a quand même amené Dortmund en finale de LDC. Il connaît le club. LOL, prenez JPP. Ok. Ouais. Non, sinon, après, sur la liste des coachs qu'il y avait potentiellement à l'Olympique de Marseille, on va essayer d'en trouver, mais franchement, Igor Tudor, ça me vend pas du rêve, les amis. Olivier Frappoli, oppose d'entraîneur. Je sais pas qui est ce coach, hein. Ça, c'est encore un nom inventé, je le sens. Euh, Eric Shell aussi. Eric Shell, c'est vrai que son nom est revenu, le sélectionneur du Nigeria. Bah putain, bravo. On est connecté, Gaëtan. Honnêtement, Xavi aussi, Xavi Alonso. Après, on ne sait pas si ça vaut, si c'est abordable pour l'Olympique de Marseille. Mais bon, Eric Schell, c'est l'entraîneur de Laval. Ah ouais? Ah, j'avoue que je suis pas forcément la Ligue 2. Il a un problème avec Laval, en fait, ce mec. Plus sérieusement, comment tu imagines la seconde partie de saison de l'OM? Eh ben, la seconde partie de saison de l'OM, honnêtement, c'est compliqué de se l'imaginer tant qu'il n'y a pas forcément de coach. Là, c'est Pancho Bardonado qui va prendre la succession. Donc, est-ce que ça va. En plus, ils ont besoin de gagner des matchs, hein, pour aller en Ligue des Champions la saison prochaine, hein. Et même pourquoi pas faire un parcours en équipe de France. Honnêtement, tant qu'il n'y a pas de coach fixe pour cette fin de saison, c'est compliqué d'analyser cette équipe de l'Olympique de Marseille en fin de saison. Je pense qu'ils descendront pas en dessous des 4e, 5e places. On va aller voir le classement de cette Ligue 1. Je pense pas que ça descende plus, mais il va falloir faire attention. On sait que les joueurs ont besoin quand même d'une direction, hein, parce que si on laisse un peu libre un peu tout à l'Olympique de Marseille, ça peut vite partir en cacahuète. Il y a 6 points d'écart avec la 5e place. La 4e place, on rappelle, hein, c'est les barrages de Ligue des Champions, donc il y a 2 tours à passer, hein, pour cet Olympique de Marseille. En fonction des équipes, du tirage l'année prochaine, s'ils sont 4e, on verra ce que ça peut donner, mais honnêtement, c'est compliqué. Ou tu prends un coach tout de suite, et comme ça, tu as le temps de préparer pour la saison prochaine, de mettre des choses en place, et tu ne le juges pas sur cette fin de saison. Et comme ça, il pourra aborder cette saison prochaine. Ou sinon, tu mets juste un intérim le temps des 6 mois. Et après, tu travailles pour trouver un nouveau coach pour le début de saison prochaine. Je sais pas de quel team vous êtes. Est-ce qu'il faut trouver un coach tout de suite à l'Olympique de Marseille? À mon avis, oui, quand même. À choisir Balardi, capitaine de ton équipe, ou Gueux, ton conjoint. Ah, je prendrais, je prendrais la deuxième option, honnêtement. On en a parlé de Leonardo Balerdi. Si vous avez pas vu Farmer Streak, hein, sur l'émission où l'on débriefe chaque journée de Ligue 1, vous pouvez aller sur YouTube. N'hésitez pas à triquer faire. On parle toutes les semaines, chaque journée de Ligue 1. Je vois que Gaëtan est présent dans le live. Il était présent sur cette émission. On a pas mal parlé de cet Olympique de Marseille. Euh, donc ouais, Balerdi, on a eu ce fameux débat sur ce capitaine de l'Olympique de Marseille. Merci à Laura pour le, pour le cœur sur toi, le cœur tout doux, pardon. Ça fait extrêmement plaisir. Merci en tout cas pour tous ces cadeaux, hein, ça donne pas mal de force pour continuer ces lives tous les matins. Demain matin, normalement, on aura le live, hein, si tout est bon, donc on sera présent. Peut-être pas dimanche, mais demain matin, normalement, on sera présent une nouvelle fois. Mais en tout cas, merci énormément pour ces cadeaux. Merci pour les likes aussi. On est quasiment à 2000 likes. Euh, donc voilà.
Donc pour finir hein, sur cet Olympique de Marseille, je sais pas si vous avez d'autres questions. Est-ce qu'on parle de... Est-ce que Didier Deschamps, je le vois dans les commentaires, c'est vrai qu'on a oublié de parler de Didier Deschamps. Merci pour la mention spéciale, le défrisé, merci pour le sourire juteux. Merci énormément les gars, ça fait plaisir. Ou alors t'attends 6 mois et tu prends Deschamps. Alors est-ce que Deschamps, c'est l'option... Est-ce que rêver c'est le mot pour cette équipe, pour cet Olympique de Marseille? Sachant qu'à mon avis, il a la tête à l'équipe de France au moins jusqu'à donc du coup cette Ligue des Champions. Donc il a, je sais pas si possiblement il pourrait travailler en parallèle avec l'Olympique de Marseille pour préparer la saison prochaine. Hein. Ça serait vraiment une discussion. Pour s'inscrire dans la durée, oui. Deschamps pour le beau jeu, non. Ah, c'est sûr que Didier Deschamps pour le beau jeu, on reverra ça. Mais voilà, il y a pas mal de noms qui ressortent. Hein. Donc Xabi Alonso, Enzo Maresca, Ruben Amorim. Il y a Thiago Motta. Est-ce que Thiago Motta peut être une option? J'ai vu Joachim Le aussi. Edin Terzic, j'en ai parlé. Xavi. Si ça veut bien arrêter de sourire à chaque fois. Bon, Zizou, ça m'étonnerait quand même. Marco Rose. Stefano Pioli aussi. Je trouvais ça pas mal intéressant. Je pense que Dédé ne prendra pas le risque d'aller à l'OM après son épopée en EDF. Sachant qu'il a déjà fait l'OM. Peut-être qu'il veut aller voir ailleurs aussi. C'est Bey qui va y aller. Euh, ouais, moi je vois bien Bem. Je crois que en plus Mehdi Benassia est en train de pousser pour faire venir Bey. On avait aussi Laurent Blanc. Bon, après, on nous met des Patrick Vieira, Antoine Camboré, Philippe Montagny. Hein, il a signé à Saint-Etienne, il me semble. Olivier Dalloglio, alors là, je suis pas sûr du tout. Et Dino Topmoller, alors lui, c'est l'ancien coach de Francfort, je crois, il me semble. Pascal Duprat, waouh. Mais Beb à Marseille, ce serait un flop, retenez bien. Eh ben, je retiens, je retiens. Honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est tout. Bah, de toute façon, c'est toujours. Tant qu'on n'a pas vu à l'Olympique de Marseille, c'est toujours compliqué de juger avant. Encore plus à Marseille hein, que ça soit dans n'importe quel club. Merci Laura pour l'eau, pour les gants de boxe dorés. Merci évidemment. Pas mal de cadeaux aujourd'hui. Hein, ça fait extrêmement plaisir. Merci les amis. J'ai vu ouais, mention spéciale sourire juteux. C'est génial ce truc. Merci aussi pour les likes. Il a eu du mal à gérer les égos de certains. Alors à Marseille, n'en parlons pas. Ouais. Mais je pense il sera plus aidé quand même à Marseille avec un Mehdi Benassia qu'avec Arnaud Pouille à Rennes. Je pense qu'ils s'entendent bien avec Benassia. Il me semble qu'ils ont joué ensemble aussi. Donc pourquoi pas. Moi en tout cas ça serait Abi Bey le favori pour ce poste à l'OM. En tout cas parmi tous les noms. Ou sinon vraiment les coachs étrangers qu'on l'a vu, Xabi Alonso, Maresca, Amorim. Mais Igor Tudor, j'avoue que vous me vendez pas du rêve. Joachim Low, pas forcément. Edin Terzic. Donc voilà pour ce coach à l'Olympique de Marseille. Évidemment, on en reparlera. Hein, on verra ce qui se profile du côté de l'Olympique de Marseille. Ez ira à Rennes, il a été, il me semble, dans le passé. Oui, il a été coach des U15, U17 il y a un peu plus de 10 ans avant d'aller à Lens. De toute façon, ces rumeurs entre Ez et le Stade Rennais, ça fait des années qu'on les voit. Il a déjà une maison à Rennes, donc voilà. Merci à Bulle pour le... Ah d'accord, je les vois les animations. Merci à Bulle pour le cœur sur toi, ça fait plaisir. Merci aussi pour les likes, je vois qu'il y a pas mal de likes sur ce live. Est-ce qu'on arrive à rebattre le record de la dernière fois? On avait fait 10 000 il me semble, 10 ou 12 000. Est-ce qu'on peut les battre? Merci à Lisa Marie pour les roses, ça fait plaisir. Merci aussi pour les pêches. Euh, Il y a trop de cadeaux aujourd'hui, c'est quoi? C'est parce que c'est vendredi 13. Il y a déjà une maison à Rennes. Donc voilà, pour ces coachs à l'Olympique de Marseille. Est-ce qu'on passe sur ce sujet une nouvelle fois? Merci aussi pour les cœurs de flamme. Mais putain, trop d'amour sur ce live. Ouais, je disais quoi? J'étais en train d'un peu tout lire. Merci encore une fois pour les roses. On va pas pouvoir continuer ce live si je dois, si je dois dire merci. Merci encore une fois pour la rose. Mais putain, mais c'est incroyable. Merci pour le bisou.
Donc, Brentford-Arsenal sur les matchs d'hier, on en a parlé. L'Olympique de Marseille, si vous avez encore des questions, des commentaires, n'hésitez pas aussi. Euh, on va aller sur ce match de Coupe du Roi entre le FC Barcelone et l'Atlético Madrid. On va être honnête avec vous, j'ai pas encore vu le résumé hier, j'ai pas pu voir le match. Je vais essayer de voir la petite rediff cet après-midi, si j'ai le temps. Merci pour le tofu, Bulbe. Merci énormément. Objectif du live atteint, c'est génial. Merci les gars. Je savais pas ce que j'ai mis comme objectif, mais en tout cas, merci beaucoup. Merci pour la rose aussi. On le rappelle, n'hésite pas à changer ton pseudo. Ouais, c'est quoi ça? Le super GG. Merci évidemment. Le jus de Vince. On est à 4000 likes les amis. Donc ça fait extrêmement plaisir. Sur ce match de Coupe du Roi du coup entre l'Atlético Madrid et Barcelone. Donc on rappelle, c'est les demi-finales de Coupe du Roi. Hier on avait Sociedad Bilbao avec un match, non, une victoire de la Sociedad, voilà, 1-0. Et donc là on était sur la deuxième demi-finale. Encore une fois, je me suis trompé dans mes pronos. N'hésitez pas à ne pas m'écouter hein, sur mes pronos. J'avais dit le Barça qui était favori et que je voyais gagner. 4-0 à la mi-temps pour l'Atlético. C'était plié. 6e minute contre son camp d'Eric Garcia, Antoine Griezmann qui a marqué, qui était de retour titulaire aussi dans cette Coupe du Roi. Ademola Lookman, hein, la recrue de cet hiver, à la 33e minute, qui vient mettre le 3-0 et 45e plus 2, Julian Alvarez qui vient marquer avec une passe décisive d'Ademola Lookman. Donc voilà, au niveau des compos, donc 4-4-2 de Diego Simeone. Ça, c'est du classique. Avec Mousso dans les cages, pas de Oblak. Il me semble que Oblak est blessé, il me semble. On avait Lookman donc à gauche, on le voyait plutôt dans cette attaque à 2 avec Julian Alvarez. Au final, il était à gauche. Donc Alvarez Griezmann en pointe devant, Llorente au milieu de terrain, Coquet, hein, le capitaine aussi, qui était présent. Et Giovanni Simeone à droite. Côté Barça. Alors, est-ce que j'avais annoncé la bonne compo par rapport à hier? Il y avait bien Firmine, il y avait bien Daniel Olmo, il y avait bien De Jong. Lamine Yamal. Non, j'avais annoncé Lewandowski sur le terrain. Au final, c'est Ferran Torres qui a une note de 5,8. Des très mauvaises notes hein, côté Barcelone, hein, 5,4. Je crois que Johan Garcia a fait une bourde avec lors de ce match. Je sais plus c'est sur quel but, mais il me semble qu'il fait une bourde. Merci en tout cas. La dinguerie du gardien du Barça. Donc il a bien fait une bourde. En tout cas, merci pour les cœurs sur toi. Je vais essayer de retrouver la vidéo peut-être hein, pour ceux qui sont sur Twitch. N'hésitez pas à venir voir la bourde du gardien du Barça. Je pourrais pas mettre le résumé, on va éviter de se faire striker aussi. Mais on va juste essayer de trouver cette bourde. Quelle erreur. En plus, c'est sur le premier but, c'est ça? Comment il va évoluer ce soir? Ouais, Lookman qui peut évoluer des deux côtés. la Attention, vache. Arwan Garça, l'erreur énorme. Le ballon est-il rentré? Lookman, cette fois-ci il rentre. Il était déjà Oui, il a Le raté le ballon Barça sur un nous avait contrôle, pas hein. habitués à de telles boulettes. Une cagade en début de match qui permet aux Colchoneros de mener. Juan Garcia et la défense qui se trouve complètement. Lookman en profite, 1-0 pour l'Atlético. À la tuile. Mais même si je pense que le ballon était déjà Ouais, il rentré est pour rentré moi. déjà sur la bourde. Après, Lookman, il va quand même finir. Ah, c'est terrible Le là. ballon est largement rentré. Ouais, il rate son contrôle et du coup, ça engendre. Donc on va voir comment il va évoluer ce soir. De l'Atlético Ouais. dès la 6e minute. Merci encore une fois pour les cadeaux. Ça fait extrêmement plaisir. La mention spéciale. Merci Bulbe. Donc oui, après c'est des matchs aller-retour. Est-ce que le Barça est capable d'une remontada? Là, on peut appeler ça une remontada. On se souvient de la toute première contre le Paris Saint-Germain, hein, évidemment. Donc ouais, est-ce que le Barça à domicile hein, au Camp Nou sera capable d'inverser la tendance? Ça me paraît compliqué quand même, hein, surtout contre un Atlético qui va du coup fermer le jeu.
Et le Barça qui prend pas mal de buts, donc il suffit d'un but et ça va être plutôt compliqué. Donc sur cette compo du Barça aussi, j'avais annoncé Lewandowski. Lewandowski est rentré à la 37e minute car Casado s'est blessé. Jules Koundé, qui était titulaire, c'est le seul à avoir une note plutôt positive, hein, 8,2 de note pour le français. On va parler de lui juste après. Sur la concurrence en équipe de France aussi, au poste de latéral droit. Donc Jules Koundé, une 8,1 de note, 3 touches dans la surface. Il a touché 100 fois le ballon quand même, hein. 87% de passes réussies, une occasion créée. 82% de passes dans le dernier tiers. 67% de passes longues réussies. 2 sur 2 sur les centres, hein. C'est plutôt rare que les centres soient réussis dans le football moderne en général, hein. Les mecs savent plus centrer. 6 duels, 4 remportés, pardon. Et 2 sur 3 au tacle réussi. Donc Jules Koundé qui a fait plutôt un bon match malgré le 4-0 de son équipe. J'ai vu qu'il y a eu un cadeau encore. Merci à Bulbe pour le devient populaire. Et tu vois qui entre Lorient et Angers dimanche? Désolé, j'avais pas vu ton commentaire. Entre Lorient et Angers dimanche, si c'est à Lorient, je vois bien Lorient, hein, qui est sur une bonne phase en ce moment. Si vraiment tu veux un prono sur ce match, je mettrais plutôt Lorient. Après, Angers aussi, qui est une bonne équipe capable de marquer, de bien fermer le jeu derrière. Mais possiblement Lorient, vu que c'est à domicile. Mais bon, ne pas mettre le PEL, hein, sur ce prono entre Angers et Lorient. En tout cas, les gars, merci pour les cadeaux. Merci pour les likes aussi, hein. Je vois qu'il y a un objectif 10 000 likes. 10 000 likes, tu finis le live torse nu. Non, on a dit qu'on restait professionnel quand même sur ces lives, hein. Je suis pas un clown non plus. Mais en tout cas, n'hésitez pas à aller taper les 10 000 likes, ça fait toujours plaisir. On peut se mettre un défi, je ne sais pas lequel, mais pas forcément de finir le live torse nu. On essaye de rester un minimum professionnel, surtout que ça va sur YouTube juste après. Donc voilà. Donc sur cette défaite du Barça, donc 4-0, il y aura le match retour. Ça sera quand exactement pour cette manche de Coupe du Roi? Merci une nouvelle fois pour les roses. Passez une joyeuse Saint-Valentin demain, en tout cas, les gars. Pour ceux qui fêtent la Saint-Valentin, je vois qu'il y a des roses et tout ça, donc profitez bien. Qu'est-ce que je voulais dire? Putain, je suis un peu perdu. Oui, donc les demi-finales retour de cette Coupe du Roi, ça aura lieu le 3 mars. Entre Barcelone et l'Atlético Madrid, hein, ça sera à Barcelone au Camp Nou. Et le jour d'après, ça sera la Real Sociedad contre l'Atlético Bilbao à domicile pour la Sociedad. Donc voilà pour ce match de Coupe du Roi. Le Barça qui est toujours premier de Liga, on le rappelle. L'Atlético en difficulté, hein, qui est quatrième. On rappelle, c'est Villarreal sur le podium de cette Liga. On verra s'ils peuvent accrocher un titre cette année, l'Atlético. Est-ce qu'ils en sont capables? Ils ont un effectif plutôt intéressant quand même, hein. Comparé aux dernières années, je trouve que l'effectif de l'Atlético est solide. Après, ils ont tendance à perdre des matchs un peu bêtement, mais à faire des bons résultats, comme ce 4-0 contre le Barça. Ils avaient gagné 5-2 lors des phases allées en Liga contre le Real Madrid. Et après, ils sont capables de perdre des matchs bêtement. Donc on verra si l'Atlético peut remporter cette Coupe du Roi. Sur les matchs d'hier... On continue, on avait la Ligue des Champions féminines, on le rappelle, le Paris FC, on en parle rapidement, je sais que ça n'intéresse pas forcément tout le monde, mais je trouve ça toujours très intéressant d'en parler. Le Paris FC qui a perdu avant-hier, contre le Real Madrid. Il y a un match retour, hein, c'est les barrages de phase de Ligue, les barrages de la Ligue des Champions féminine. Match nul entre Wolfsburg et la Juventus. Donc en fonction de celui qui prend l'avantage lors du match retour, ça sera l'adversaire des Lyonnaises dans ces quarts de finale, il me semble. Donc ça sera l'adversaire des Lyonnaises. On sait que Wolfsburg, c'est une très bonne équipe. Ils avaient mis un très gros score au Paris Saint-Germain, il me semble, sur la phase de Ligue. La Juventus aussi, qui est une équipe très intéressante. Ils avaient fait match nul contre l'OL Lyon aussi.
lors de cette phase de ligue. Donc là, il y a eu 2-2, Capeta et Vangsgaard. Et Wolfsburg, c'est Minge et Linder qui ont marqué donc 2 buts partout. Pas de. Je cherchais une joueuse, pas de. Non, il n'y a pas eu de cette joueuse qui est rentrée côté Juventus. Hein. Merci en tout cas pour les likes. Hein. On est à 10 000 les gars, chapeau. 10 000 avant 11h, ça m'est rarement arrivé. Donc merci évidemment, ça nous fait remonter dans le référencement. Donc merci énormément à tous. Une nouvelle fois pour les cadeaux, les GG. Je vois 2 GG, merci le défrisé 06. Merci, wow, il y en a beaucoup de cadeaux, des cornbox dorés. Merci évidemment pour les GG. Ça reste énorme. Wow, mais merci pour les roses. Ça ne s'arrête pas en fait. C'est incroyable. Merci évidemment les gars pour tous ces cadeaux. Merci pour les éclairs, merci pour les GG, merci pour les roses, pour les pêches, pour les capybaras, pour je ne sais pas tout ce qu'il y a. Finir millionnaire moi à la fin de ce live. Mais en tout cas, merci évidemment, les objectifs sont battus. Va falloir qu'on les change du coup, hein, parce que on a passé le... Merci l'étincelle de montée de niveau. Ok. Non, il y a des trucs fous sur TikTok. Hein. Ceux qui sont sur Twitch, n'hésitez pas à vous manifester aussi. Hein. En tout cas, juste à me suivre sur Twitch, ça fait toujours plaisir. Ça nous fait avancer, mais en tout cas, merci énormément pour ces cadeaux. Hein. Je suis un peu en train d'halluciner. On verra ce que ça représente tout ça à la fin de ce live. Mais en tout cas, merci pour les likes. Hein. Vous pouvez, même si on a passé les 10 000, vous pouvez continuer à bombarder. Ça fait extrêmement plaisir. Ça nous fait monter dans le référencement. Et comme ça, on sera toujours plus de fous à parler football et à donner des avis ou des pronos catastrophiques. Sur cette Ligue des Champions féminines, il y avait aussi l'Atlético Madrid contre Manchester United. Chez les féminines de l'Atlético, ça s'est mal passé, 3-0. Melvin Mallard qui a été élue joueuse du match. Femme du match, je ne sais pas comment on peut appeler ça. La française, hein, qui est très très bonne du côté de Manchester United. Un but de Terland aussi et de Zigjoti Holm. Manchester United qui est plutôt intéressant dans cette Ligue des Champions féminines. Qui a été capable de résultats. Melvin Mallard qui est la française de ce club qui fait des très bons matchs. Hein, je l'ai vu, enfin en tout cas en Ligue des Champions, je l'ai vu faire de très très bons matchs. On espère que ça sera de bon augure pour l'équipe de France. En tout cas, s'il faut que tu ailles bosser le défrisé, merci beaucoup. Prochain objectif, 20 000 likes. Bah oui, évidemment. Issa Nissa aussi. N'hésite pas à revenir sur les réseaux ce soir ou cet après-midi pour la conférence de presse, le résumé de la conférence de presse. Est-ce que ça sera encore une conférence de presse montée depuis ta clique comme tu m'en as parlé. Mais en tout cas, merci d'avoir été présent sur le live. Merci pour les likes. Force à toi en tout cas pour le taf. Hein. Force à toi. Et merci énormément pour les likes et tous les cadeaux. Et normalement, on se voit ce soir. Donc la bise. Voilà, donc sur cette Ligue des Champions féminine, il y aura les matchs au retour, il me semble, la semaine prochaine ou dans 2 semaines. On aura le temps d'en reparler. On verra si le Paris FC pourra se qualifier pour ces quarts de finale. On va finir rapidement sur les résultats de hier soir. Donc, il y avait de la Saudi Pro League avec Damak contre Al Taoun, Al Azem contre Al Ohroud et Al Qadsiya contre Neom. Honnêtement, le seul match qui m'intéressait un peu, c'était Neom pour le contingent de Français et d'anciens joueurs de Ligue 1 qui est là-bas. Ça a été une défaite une nouvelle fois du côté de Neom, avec Alexandre Lacazette qui était titulaire, Nathan Zézé qui était titulaire, pas de Marcin Boulka présent, Christophe Galtier, hein, le coach de Neom. Donc voilà, nouvelle défaite. On rappelle, Neom est monté de la Ligue 2 saoudienne en Saudi Pro League l'année dernière, donc le club a besoin de monter petit à petit. Bref, voici pour cette Saudi Pro League. Pour les matchs de ce soir, donc ce soir, vendredi 13, on a un match de Bundesliga, match entre Dortmund et Mayence. Dortmund qui est très bon en ce moment, on le rappelle, hein, on a regardé le classement la semaine dernière.
Ils sont sur 7 ou 8 matchs d'affilée invaincus en Bundesliga. Une équipe très intéressante. Je l'ai trouvé assez mauvais en début de saison. Pas très très beau à voir. Après, sur la Bundesliga, j'ai encore un peu de mal. J'avoue, j'essaye de regarder, mais à chaque fois que je tombe sur un match, il est assez horrible. Donc côté Dortmund, au niveau des blessés, on a Emre Can, Mané Schlotterbeck hein, qui est suspendu. Pas mal de blessés aussi du côté Mayence, le français Cassie. J'avoue que je le connais pas forcément. Mais voilà, Dortmund qui est sur une très très bonne série de matchs de victoires même. En Ligue des Champions, il me semble qu'ils sont qualifiés aussi. Ils étaient dans le top 8. Que je dise pas de bêtises. Non, ils ont leur barrage contre l'Atalanta. On verra ce que ça donne pour Dortmund, mais en tout cas, c'est pas mal, hein, et ils sont encore un peu loin du Bayern Munich. Il y a seulement 6 points d'écart au final. En cas de victoire, ils reviendraient à 3 points avec un match en avance. Donc Dortmund, je les vois favoris sur ce match de ce soir contre Mayence. Mayence 14e de Bundesliga, qui reste tout de même sur 4 victoires sur les 5 derniers matchs en Bundes, dans le championnat allemand. Merci une nouvelle fois pour les likes, hein, je vois que ça monte sur le live, donc merci énormément. Voilà pour le match de ce soir en Bundesliga. On aura de la FA Cup aussi avec Chelsea contre Hull City. Chelsea qui est favori, hein, Hull City, un ancien club qui était souvent présent en Première Ligue, qui est redescendu en Championship, voire non, non, qui est en Championship, pardon. Mais voilà, Chelsea. On verra s'il y a une surprise dans ces matchs de FA Cup. On rappelle, c'est les 16e de finale. Il y a déjà quelques clubs anglais qui ont été éliminés. Il me semble que Manchester United est déjà plus présent. On aura aussi Wrexham contre Ipswich. Et ce week-end, ça sera full FA Cup en Angleterre. Donc on verra quelle surprise aura lieu lors de ces matchs de FA Cup. On aura quand même Aston Villa Newcastle et Liverpool Brighton qui seront des matchs à suivre. On a aussi un match de Liga avec Elche contre Osasuna. Là aussi, c'est pas les matchs les plus intéressants les vendredis soirs en général. Sur le classement surtout de cette Liga, on voit Elche était plutôt pas mal, mais a perdu et sur 3 défaites d'affilée, donc est de retour 15e de cette Liga, et Osasuna 9e. Qui peut aller gratter les places européennes, hein. On voit l'Espagnol Barcelone qui est 6e avec 34 points, le Celta Vigo 33, la Sociedad 31 et Osasuna 29 points. Hull en 5e de Liam Rosenior d'ailleurs, c'est vrai, exactement, bien vu Alexis. Donc petit souvenir pour Liam Rosenior. On verra si son ancien club lui jouera des tours. Mais c'est vrai que j'avais oublié. Il me semble qu'il a coaché et joué là-bas, hein, même, hein, Liam Rosenior, si je dois apporter une info en plus en tant que journaliste. Mais en tout cas, ouais. Liam Rosenior, comme ça. Merci en tout cas pour la rose, Lisa Marie, ça fait extrêmement plaisir. Donc il a bien joué hein, à Hull City en tant que joueur de 2010 à 2015. Et il a coaché de 2022 à 2024. Donc j'avais les bonnes infos. On verra ce que ça donne pour ce match, évidemment. Je serai plus sur de la Ligue 1 ce soir. En Ligue 2, on aura Amiens, Dunkerque, Clermont, Rodez, Laval, Annecy. Donc j'ai juste allé vérifier un truc sur Laval. Frappoli Olivier. Putain, mais pourquoi il me donne que des infos sur Laval, ce mec? C'est vraiment le fou du bus. Donc on disait quoi? Oui. Donc Laval, Annecy, Pau, Boulogne et le Red Star contre Nancy. Est-ce que le Red Star montera en Ligue 1? C'est la question de cette fin de saison de Ligue 2 quand même, hein. Est-ce qu'on aura 3 clubs parisiens en Ligue 2? Au niveau du classement, vous le voyez, le Red Star est 5e, hein. Ils ont un peu, on en parlait, je ne sais plus avec qui exactement, mais ils ont un peu surperformé dans cette première partie de saison, le Red Star. Ça commence à pêcher petit à petit. Saint-Etienne aussi, on verra ce qu'il donne. Il me semble qu'il joue demain, il me semble, pour les Stéphanois. Demain contre Guingamp, voilà. Pour cette Ligue 2.
Nancy qui est en difficulté, 13e de cette Ligue 2 aussi, un club ami de l'OGC Nice. Amiens aussi en grande difficulté dans cette Ligue 2. On verra, on verra. C'est toujours plus intéressant de parler des matchs une fois qu'ils ont lieu quand même. Euh, donc voilà, je ne saurais pas me prononcer sur cette Ligue 2. En Serie A aussi, on a un match du championnat italien avec le Milan AC qui joue contre Pise. Pise bas du classement. Le Milan AC qui doit gagner pour aller embêter, enfin retrouver, recoller avec l'Inter Milan, pardon, je cherche mes mots. L'AC Milan qui doit recoller au niveau des points. Milan qui est invaincu sur les 5 derniers matchs et voire un peu plus, je crois qu'ils sont sur une série de 8-10 matchs, il me semble, en Serie A. Donc il faut une victoire à tout prix pour le Milan AC. On verra si nos Français seront alignés titulaires. Est-ce qu'on a des compos probables? On nous parle d'un 3-5-2 côté Massimiliano Allegri. Mike Maignan sera sûrement dans les cages, ça c'est sûr. Wesley Fofana, Adrien Rabiot et Christopher Nkunku seront-ils titulaires? Je pense que Nkunku commence à s'installer petit à petit dans cette équipe du Milan en pointe aux côtés d'un attaquant, que ce soit Loftus-Cheek ou un autre. Adrien Rabiot est le métronome avec Luka Modric dans son milieu de terrain, c'est plus Wesley Fofana. Des fois on peut se poser des questions, titulaire ou pas, du côté du Milan AC, mais en tout cas je vois bien quand même le Milan gagner, même si ça peut être un match nul, des fois le Milan est capable de failles et c'est à domicile pour Pise, donc possiblement un match nul aussi dans cette Serie A. On verra bien, on verra ça demain. Et voilà, après au niveau des autres matchs, j'essaie de trouver s'il y a d'autres matchs. On aura encore de la Saudi Pro League avec Al Ittihad, Al Hilal aussi qui joue. Est-ce que Benzema va une nouvelle fois marquer pour son club d'Al Hilal? Et au niveau des autres championnats, est-ce qu'on a d'autres matchs qui peuvent être intéressants? J'ai pas l'impression. Donc voilà, il est 10h56. On a fait le tour des matchs. Ah oui, on n'a pas parlé de la Ligue 1, je suis un malade. On n'a pas parlé de cette 22e journée de Ligue 1. On a quand même le Paris Saint-Germain qui joue contre le Stade Rennais. Donc le Stade Rennais, pour l'instant, c'est un coach intérimaire qui sera présent. C'est le coach de la réserve. Je retrouve plus son nom. Tambouré, il me semble. Donc coach de la réserve. Donc on nous dit aussi qu'il y a un accord de principe entre Francaise et le Stade Rennais qui va tout de suite rebondir après son départ de l'OGC Nice. Donc Sébastien Tambouré, le coach de la réserve côté Stade Rennais. On verra s'ils arrivent à se relancer. On rappelle le match aller, ça avait été une victoire 5-0 pour le Paris Saint-Germain contre le Stade Rennais. Est-ce qu'on aura notre équipe titulaire du Paris Saint-Germain avec Safonov dans les cages en ce moment qui a pris la place de Lucas Chevalier, Marquinhos Pacho sur la charnière centrale, Mendes et Hakimi de retour, Vitinha, Neves et Zaïre Emery, Fabien Ruiz semble toujours absent, blessé au genou, et l'attaque Dembélé, Doué ou Barcola, ou est-ce que ça sera Kvaratskhelia? Après la dernière fois qu'on a dit ça, Luis Enrique a totalement fait tourner, on a vu du Beraldo Zabarni. Est-ce que ça sera le cas? Je pense qu'il va quand même mettre cette équipe titulaire pour renvoyer un nouveau message après la victoire. Nous allons froisser les Rennais, je l'annonce. Et bah écoute, on en rediscutera demain si tu es présent sur le live. Mais oui, en soi, je suis plutôt d'accord. Je vois bien le Paris Saint-Germain, je sais pas mettre un score, mais en tout cas une victoire, nette et sans bavure du côté du Paris Saint-Germain, cette équipe de Rennes avec cet intérimaire. On verra les recrues, on en a parlé aussi sur les précédentes émissions. Je ne suis pas le plus grand fan des recrues, à part peut-être le Marocain Zabiri, qui sera possiblement sur le banc. Mais j'ai du mal à voir ce que va donner cette équipe de Rennes après le départ d'Habib. Alors Brice Samba sera sûrement de retour dans les cages. Par contre, on nous annonce Silestri dans la composition probable. À mon avis, Brice Samba sera de retour. Jérémy Jacquet blessé. Frankowski est toujours blessé. Aïd Boutlal aussi. Et Glenn Camara. Mais oui, je vois une victoire du Paris Saint-Germain. Pour ceux qui
qui parient, évidemment, ne jamais parier le PEL, ni la maison, hein, évidemment, mais ceux qui veulent les petites cotes, le Paris Saint-Germain est largement favori avec une cote de 1,39 à peu près. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire aussi par rapport à cette équipe de Rennes? Oui, aussi, on verra la composition. On a souvent parlé du système d'Habib Beye, ce 3-5-2. Est-ce que Sébastien Tambouré gardera ce 3-5-2 ou il repassera plutôt à un système plus simple? On sait en général que, que quand il y a du changement dans un club, revenir à un système plus simple, que ça soit du 4-2-3-1, 4-3-3, c'est toujours mieux, ça remet les joueurs en confiance, ils comprennent plus facilement. Des fois, sur les 3-5-2, il y a un peu trop de choses à voir, surtout quand t'es pas dedans. Ou sinon, ils restent sur leur continuité, sachant que si c'est Francaise qui arrive, on connaît le fameux 4-3-3 de Francaise, dont on n'était pas le plus grand fan du côté de l'OGC Nice. Donc on verra bien aussi, c'est ça que je suivrai sur le... Je sais pas si c'est français ce que j'ai dit, mais c'est ce que je suivrai sur le match de ce soir. Voilà, et la compo du Paris Saint-Germain aussi, pour voir exactement les choix de Luis Enrique à l'approche de ces barrages de Ligue des Champions contre l'AS Monaco. L'autre match de Ligue 1 aussi, ça sera Monaco contre le FC Nantes. Monaco, on a dit, hein, on les mettait dans les pires équipes de Ligue 1 aux côtés de l'OGC Nice et du FC Nantes cette saison. Là, on aura 2 équipes sur 3 lors de ce match. Donc, est-ce que ça sera un match plaisant à suivre? Surtout les matchs du vendredi soir, hein. On rappelle la théorie, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant. Au niveau de la compo, il semble que Sébastien Pocognoli commence à trouver son système avec ce 3-4-3 avec Denis Zakaria en défense centrale. On aura un petit article juste après concernant le positionnement de Denis Zakaria. Est-ce que la suite de sa saison se fera en défense centrale ou retrouvera-t-il le milieu de terrain? Le milieu de terrain habituel, on aura Kamara Koulibaly côté Monaco possiblement. Simon Adingra aussi sera-t-il titulaire avec Golovin sur ce côté gauche? En attaque, Balogun devrait être là et Akliouche à droite. Ou alors, encore une fois, Sébastien Pocognoli changera pour repasser à une défense à 4. Thilo Kehrer aussi sera sûrement titulaire, lui qui fait une mauvaise saison, hein, du côté de l'AS Monaco. On sait que la recrue en plus, Woodfaez est blessé. Et Eric d'ailleurs, ils se sont blessés lors du même match contre le Havre. Voilà, après en joueur incertain, on a Mawissa et Ansu Fati qui sont incertains. Paul Pogba évidemment blessé. Donc voilà, et après, côté FC Nantes, la composition de Ahmed Kantari, ça sera sûrement une nouvelle fois ce 3-4-2-1. Avec Mostafa devant, Kabela Ablin sur les côtés, 111 en piston, Machado à gauche et au milieu de terrain, Kabal Le Penant. Ça sera possiblement la composition probable de ce FC Nantes avec Anthony Lopez dans les cages. Dites-moi qui vous voyez pour ce match. Quel est votre favori? Est-ce que Monaco, qui se relance petit à petit, qui a fait un bon match contre Strasbourg, mais qui perd, qui fait match nul contre l'OGC Nice, c'était pas le match de l'année non plus, qui avait mis 4-0 au Stade Rennais, et qui a encore ce match en Ligue des Champions, qui est qualifié hein, dans ces barrages de Ligue des Champions. Donc voilà pour l'AS Monaco, qui vous voyez favori pour ce match, et donnez-moi le score, possiblement, si vous avez une idée. Je pense que cette fois-ci, on est bon pour les matchs du jour. On va aller sur notre petite revue de presse. J'ai sélectionné quelques articles. Après, évidemment, si vous souhaitez qu'on parle d'autres matchs, ou d'autres sujets, n'hésitez pas à lancer vos sujets foot. On pourra en discuter. Voilà. J'étais juste en train de chercher s'il y avait d'autres articles. J'ai pas l'impression. En tout cas, on peut aller sur ce que l'on a sélectionné. On en parlait hier, la guerre Beansport Ligue 1+. On le voit sur la photo de cet article pour ceux qui sont présents sur Twitch.
Nicolas de Taverneau, du coup, qui quitte LFP Média, Ligue 1+, la LFP de nouveau plongée dans la crise. On en parlait, il fallait pas que ça arrive parce que ça va encore retarder les prochaines décisions pour essayer de redresser le football français. Et donc voilà ce que nous dit cet article. Dans les coulisses de la réunion qui a entériné le départ de Taverneau et provoqué un nouveau psychodrame à la tête du foot français. Un article écrit par Arnaud Herman. Il y a sûrement Étienne Moati, hein, le EM et SN, je ne saurais pas vous dire. Simon quelque chose, il me semble. En tout cas, voilà ce que nous dit l'article. Nicolas de Taverneau, démissionnaire, Loïc Ferry qui l'accuse de faire du chantage, Valdemar Kita qui lui demande de rester et le conseil d'administration qui refuse d'attaquer la FIFA. Retour sur un après-midi qui fera date. Si Nicolas de Taverneau avait encore un doute, il a été levé définitivement lors du conseil d'administration de la Ligue de football professionnel, jeudi en fin d'après-midi. Le futur ex-directeur général de LFP Media a eu la confirmation qu'il ne partageait pas avec une bonne partie des acteurs du foot, et notamment certains clubs, la même vision pour conduire la destinée du football français. Le directeur général de LFP Media espérait que lors de cette nouvelle réunion du gouvernement du foot pro, après celle de la veille, il soit décidé d'intenter une action contre la FIFA, après que cette dernière a décidé d'attribuer à beIN Sport les droits de l'ensemble des matchs de la Coupe du Monde 2026. Cela semblait promis à Ligue 1+, la chaîne montée par De Taverneau en début de saison pour diffuser 8 rencontres sur 9 de Ligue 1. Pour défendre sa position, l'homme de médias était accompagné d'avocats et de Jean-Christophe Germani, l'un des patrons de CVC France, le fonds à l'origine de la création de la filiale commerciale de la Ligue et de la nomination de Taverneau il y a moins d'un an. L'un des conseils a développé des arguments pour dire que la FIFA n'avait pas respecté le processus d'appel d'offres et qu'il y avait matière à monter un dossier au contentieux. Mais le désormais ancien directeur général de LFP Media a très vite compris qu'il ne serait pas suivi dans la lignée de ce que Philippe Diallo, le président de la FFF, avait déclaré au site L'Équipe quelques heures plus tôt, à savoir qu'il fallait tourner la page. Jean-François Villotte, le directeur général de la fédération en l'absence de Diallo, retenu au congrès de l'UEFA comme la veille, a déclaré que la fédération n'irait pas à l'encontre de la FIFA. Arnaud Rouget, le directeur général de la LFP, a rappelé que depuis 20 ans, la FFF et la Ligue avaient toujours été alignées sur ces questions. Petite pause dans cet article, on le rappelle, hein, LFP Média, Ligue 1+, oui, LFP Média Ligue 1+, s'était positionné pour racheter les droits télé de la Coupe du Monde 2026 en proposant 20 millions d'euros pour essayer de grappiller de nouveaux abonnés. Ils avaient prévu à peu près 200 000 abonnés en plus, et pour essayer de combler le gap, enfin le temps entre la fin de la saison de Ligue 1 2025-2026 et la prochaine saison qui commencera début août 2026-2027. Du coup, ils avaient proposé d'acheter les droits télé de cette Coupe du Monde 2026, de l'acheter en intégralité aussi. Au final, ils avaient annoncé qu'ils avaient un accord avec la FIFA. La FIFA a totalement nié ça. Ils ont dit que c'était des achats de droits télé classiques. Et finalement, c'est beIN Sport qui a récupéré les droits pour 27 millions pour la Coupe du Monde 2026 et pour plus de 30 millions, j'ai plus exactement le chiffre exact, pour les droits de la Coupe du Monde 2030. Donc il y a eu un conseil d'administration qui s'est réuni mardi ou mercredi exactement, je sais plus, pour savoir est-ce que les clubs de le LFP Media intentent un procès contre la FIFA pour non-respect de l'accord. Et finalement, donc ce qui est dit dans cet article, c'est que ça n'a pas été fait, hein, les clubs n'ont pas voulu aller à l'encontre de la FIFA. Le président Philippe Diallo, le président de la FFF, donc la Fédération de football, a dit qu'il fallait tourner la page. Voilà, c'est les mots qui sont retranscrits. Et du coup, ils sont en accord avec la LFP. LFP Media, c'est pas forcément la même entité. Et donc, ils sont alignés avec tous ensemble. Ils veulent pas aller contre la Fédération internationale de football, la FIFA. Voilà pour la FFF. Je trouve ça... bon, déjà, on comprenait pas pourquoi ils voulaient acheter. On a vu les explications. Mais est-ce que c'était vraiment rentable de faire ce move ? Au final, le football français se tire un peu dans les pattes, que ce soit la fédération avec LFP Media, que ce soit la LFP avec LFP Media, que ce soit les présidents de clubs avec un peu tout le monde. Donc au final, c'est encore, on le rappelle, hein, c'est encore le football français qui en pâtit.
Que penser de ça? Une nouvelle fois, c'est un peu triste et personne ne marche dans la même direction. On continue sur cet article. Les clubs n'ont pas apprécié que leur soutien soit contesté. Tous les présents ont salué le travail de De Taverneau à la tête de LFP Media, tout en considérant qu'il s'était précipité dans ses déclarations, aussi bien celles annonçant que Ligue 1 Plus allait obtenir les droits de la Coupe du Monde de 2026, que ces dernières, notamment sur RTL jeudi matin, lorsqu'il avançait de possibles poursuites contre la FIFA. Sur un plan juridique, il y avait des arguments pour confesse. Oh, ok. Sur un plan juridique, il y avait des arguments pour confesse un participant, mais cette décision a été jugée inopportune et contre-productive. De Taverneau a également répété ce qu'il avait laissé entendre la veille, c'est-à-dire qu'il ne pouvait continuer dans ces conditions, il ne se sentait pas assez soutenu par les clubs et qu'il allait démissionner sans demander son dû et qu'il attendrait la nomination de son successeur. Certains de ces propos ont contribué à tendre les débats, les clubs n'appréciant pas que leur soutien soit contesté. Il lui a alors été rappelé qu'en 24 heures, il avait eu l'accord des collèges de Ligue 1 et de Ligue 2 pour finaliser l'obtention des droits de la Coupe du Monde, à l'exception de celui du PSG, Nasser Al-Khelaifi et Victoriano Melero, respectivement président et directeur général, étant absents ce jour-là. On rappelle Nasser Al-Khelaifi et Victoriano Melero et comment il s'appelle, Youssef, il me semble, Obedli, les présidents sont à la tête de beIN, qui était le concurrent principal pour récupérer ses droits télé de la Coupe du Monde 2026 en France, évidemment. Vincent Labrune tacle Germanie de CVC. Loïc Ferry, président du FC Lorient, a tensé De Taverneau en disant qu'il faisait du chantage et que ce n'était pas une manière de faire. Son homologue de Monaco, Juan Sartori, a aussi été offensif. Au contraire, d'autres l'ont défendu, comme Pablo Longoria et Valdemar Kita. Le boss de Nantes lui a demandé de rester et de se donner le temps de la réflexion, considérant qu'il avait obtenu des résultats et que c'était un pro. Nicolas semblait perdre la main et a laissé entendre qu'il allait partir avant de dire qu'il avait besoin de soutien, raconte un protagoniste, puisqu'il avait réfléchi et que son départ était inéluctable. Mais les représentants au titre de président du syndicat des clubs Foot Unis n'a pas, contrairement à la veille, ferraillé avec De Taverneau. Il a regretté la mauvaise image de la Ligue et du football donnée par cette séquence, quand le patron de LFE Media a mis en cause Al-Khelaifi, boss de beIN Media Group, la maison mère de beIN France. Le directeur général du PSG a défendu son patron en disant qu'il ne s'était pas mêlé du sujet de la Coupe du Monde et qu'il ne fallait pas oublier ce que beIN a fait pour le foot français. Au Paris Saint-Germain, on a trouvé injuste d'être considérés comme les responsables de toute cette séquence. Le conseil d'administration a aussi été marqué par le tacle adressé par Labrune à Jean-Christophe Germani de CFC, quand ce dernier a dit que tout le monde soutenait De Taverneau. Le patron de la Ligue lui a lancé qu'il ne savait pas que c'était lui qui dirigeait la Ligue de football professionnel. Vincent Labrune a aussi laissé entendre qu'il serait difficile, après ce psychodrame, de recréer une dynamique avec Nicolas à l'avenir. Pour son administrateur, une page se tourne pour le foot français, la suivante ne s'annonce pas forcément plus radieuse. Donc c'est plutôt ce qu'on disait sur la suite de ces droits télé. Le foot français, c'est plutôt catastrophique en ce moment au niveau de la gestion. Honnêtement, entre les guéguerres internes, entre Labrune, De Taverneau, Al-Khelaifi, qui est surpuissant dans cette Ligue 1, qui a vraiment, euh, qui a vraiment un rôle très important au sein de la Ligue. Donc honnêtement, ça ne sent pas bon pour la suite euh, concernant, euh, concernant tout ce qui est football français et l'argent qui peut rentrer dans le football français. Voilà. N'hésitez pas dans le chat à donner votre avis si vous en avez un, hein. Et si vous souhaitez en discuter. N'hésitez pas à continuer à bombarder les likes, hein, ça fait toujours plaisir. Je vois qu'on est un peu moins, c'est un peu plus calme. Mais, mais évidemment, si vous avez des avis, que ce soit sur TikTok ou Twitch, n'hésitez pas à le donner. Quand on parlait politique dans le foot français, et ben on va en parler à l'UEFA. Alexander Seferin sur la voie royale pour briller un nouveau mandat à la tête de l'UEFA. Alors juste avant, je vais boire un petit coup d'eau et on va sur cet article.
On est parti, on est reparti en tout cas. Ok, je suis un malade. On est reparti pour cette revue de presse. Je le rappelle, n'hésitez pas à me suivre sur Twitch hein, pour ceux qui sont présents, à venir discuter dans le chat. Pour ceux qui sont sur TikTok, n'hésitez pas aussi à me suivre, à bombarder les likes sur le live. Ça fait toujours extrêmement plaisir. N'hésitez pas à discuter de tout ce que vous souhaitez. Il y a aussi la chaîne YouTube @trickfr. Vous pouvez retrouver toutes les rediffusions de ces lives. Vous pouvez aussi retrouver nos émissions, que ce soit sur la Ligue 1, sur l'équipe de France. On a aussi pas mal parlé de la CAN, tous les shorts aussi. Et évidemment, les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, donc TikTok à chaque fois que je le répète, mais Instagram, X, Facebook, Snapchat, Thread. Et est-ce que j'en oublie un? J'ai pas l'impression d'en oublier un, mais en tout cas, vous pouvez nous suivre à TrickFR, vous pouvez le retrouver sur sur toutes les plateformes, évidemment. On continue donc sur notre revue de presse du jour. On est, je le rappelle, le vendredi 13 février. Il est 11h17. Peut-être qu'un jour j'afficherai l'heure aussi sur le live, histoire que ce soit un peu plus dynamique. Bref. Alexander Seferin sur la voie royale pour briguer un nouveau mandat à la tête de l'UEFA. En trouvant un accord avec le Real Madrid sur la Super League, Alexander Seferin, le président de l'UEFA, a évacué l'un des rares et minces obstacles s'il veut envisager de rester en place au-delà de 2027. Un article de Étienne Moati. Pour une fois, ils sont d'accord. Ce jeudi, lors du congrès de l'UEFA qui s'est tenu à Bruxelles, Alexander Seferin, le président de l'instance européenne, et Gianni Infantino, son homologue de la FIFA, se sont tous les deux extasiés sur l'accord trouvé avec le Real Madrid. Après des années de conflits et de tentatives avortées de créer une Super League dissidente, le club madrilène est en effet en passe de rentrer dans le rang. Au terme de discussions menées dans l'intérêt supérieur du football européen, un accord a été trouvé qui doit mettre fin aux poursuites du Real qui réclame en justice la somme extravagante de 4,5 milliards d'euros à l'UEFA. Ça aussi, on en avait parlé, 4,5 millions d'euros, alors que c'est eux qui ont tenté de créer cette Super League. Je trouve ça hyper culotté de la part du Real. Jeudi, à la tribune du congrès de l'instance, Infantino a donné le ton, félicitant les trois auteurs de ce deal. Je veux saluer Alexander Seferin, Nasser Al-Khelaifi, boss du PSG et surtout de l'EFC, l'association européenne des clubs, et Florentino Pérez, président du Real. Le football gagne quand il est uni, on regarde trop le négatif, l'agressivité, le football est un beau jeu. Il y a honte de rien dans ces déclarations quand même, ce bon vieux Infantino quand même. Football uni, j'ai pas trop l'impression, on parle surtout d'argent évidemment. Dans la foulée, le patron de l'UEFA qui s'était débattu en octobre 2021 contre une tentative de putsch des grands clubs s'est lui aussi réjoui de cette paix retrouvée, en saluant notamment le président parisien qui a la particularité d'être à la fois proche de Seferin et d'Infantino. Cher Nasser, votre leadership a joué un rôle déterminant pour amener tout le monde dans la famille à lâcher le Slovène avec une pointe d'émotion. Merci car j'étais fatigué. Aussi pour cet article, dites-moi ce que vous pensez de ce projet. On a essayé d'en parler hier, il n'y a pas eu forcément de réaction. Est-ce qu'il y en aura aujourd'hui? Concernant le projet de Super League, est-ce que vous trouviez ça intéressant ou non? Ravi de ses amabilités, Al-Khelaifi, qui est sur la sellette en France depuis que Beansport a doublé Ligue 1 Plus pour les droits de la Coupe du Monde de 2026, a également distribué les bons points. Le président Seferin a gagné, le président Infantino a gagné, l'EFC a gagné, le football en Europe et dans le monde a gagné, s'est-il réjoui. Les clubs sont les plus importants, on a perdu beaucoup de temps et d'argent et maintenant nous allons travailler ensemble pour le futur du football et voir comment on peut l'améliorer. Personne n'a perdu. En tout cas, pas Seferin, le Slovène 58 ans a en effet balayé ce mince obstacle sur sa route s'il veut revenir sur sa décision d'arrêter en 2027. Lors du congrès, il n'a pas dit un mot de ses intentions, mais s'est mis dans une situation de pouvoir briguer un nouveau bail de 4 ans, si c'est bien son intention, comme le pense l'immense majorité des dirigeants européens croisés à Bruxelles. Il faudra simplement trouver la bonne communication. Lors du congrès de l'instance organisée il y a 2 ans à Paris, Seferin avait fait changer les statuts de l'UEFA, lui ouvrant la voie à un nouveau mandat. Mais pour couper court aux spéculations, il avait immédiatement assuré qu'il ne serait pas candidat. Il lui faut aussi donc maintenant trouver le bon moyen de changer son fusil d'épaule. Cela ne semble pas si compliqué s'il s'appuie sur la concorde de retrouver une éventuelle demande de nombreuses fédérations. Donc voilà, que retenir de cet article que Seferin et Infantino marchent main dans la main avec Nasser Al-Khelaifi, qui devrait être de nouveau président de l'UEFA. Les élections
Pas de date pour les élections en 2027. Donc voilà. Donc voilà le football européen et mondial qui s'accorde pour continuer sur la même voie. Alors est-ce que c'est vraiment de la politique ou tout le monde marche dans le même sens? En tout cas, on n'est pas très. En tout cas, moi, je suis pas très positif hein, sur cette gestion de la FIFA concernant les coupes du monde. L'UEFA aussi par rapport à leur nouveau format, je trouve ça un peu trop au niveau des matchs, au niveau du nouveau format de la Ligue des Champions. Voilà, y aller en détail, ça va être un peu long, mais voilà, dites-moi si vous avez un avis par rapport à tout ce qui se passe dans le football mondial. Est-ce que c'est un peu, est-ce que c'est pas trop de la politique hein, dans ce football en ce moment? Donc on a parlé des coachs de l'Olympique de Marseille une nouvelle fois hein, sur ce live. On continue sur ces infos. Francaise et Abibay déjà au rebond dans un club de Ligue 1, une rareté dans le championnat de France. Est-ce que vraiment on va lire cet article? Hier déjà on parlait est-ce que c'était exceptionnel qu'il y ait énormément de changements de coach. Au final on a vu que c'était pas forcément ça. Donc je sais pas, Francaise, on va essayer de lire en diagonale en tout cas. Francaise Abibay déjà au rebond dans un club de Ligue 1, une rareté dans le championnat de France. Alors que Francaise est sur le point de devenir le nouvel entraîneur du Stade Rennais après avoir quitté Nice, Abibay, licencié de Rennes ce lundi, pourrait rebondir à Marseille. Voir un entraîneur diriger deux équipes de Ligue 1 différentes dans la même saison est rare. En voir deux serait unique en France au XXIe siècle. Super. Si vous avez coupé avec le foot pendant 6 mois et que vous vous apprêtez à suivre une rencontre de l'OM ou de Rennes, vous avez une chance de peut-être rien comprendre. Abibay sur le banc phocéen, Francaise sur celui du club breton. Mais le premier n'était-il pas à Rennes et le second à Nice, si c'était bien le cas? Et si ce n'est pas encore fait, cette nouvelle donne est possible, alors non, vous ne rêverez donc pas. D'accord, d'accord, d'accord. Jusqu'à présent, seuls 5 entraîneurs ont dirigé deux clubs différents durant une même saison dans le championnat de France au XXIe siècle. Angèle Marcos, Roland Courbis, Antoine Cambaré, Franck Passy et Michel Darzac-Carréan. Honnêtement, l'info ne nous intéresse pas. C'est des stats pour donner des stats. Est-ce que ça nous apporte quelque chose? Pas forcément, ça parle pas énormément football, c'est plutôt. Ça nous intéresse pas. Ça m'intéresse par contre. La concurrence en équipe de France pour le poste de latéral droit. Donc Warren Zahir Emery, Malo Gusto, Jules Koundé. Un match à 3 pour le poste de latéral droit des Bleus à la Coupe du Monde 2026. Alors, ils vont sûrement nous le répéter dans l'article, mais j'aime bien le dire moi-même. Salut le Parisien. Bienvenue sur le live en tout cas, si t'es toujours avec nous. Bonjour à toi et bienvenue sur ce live de l'actu du jour. Donc si tu souhaites interagir avec nous, n'hésite pas. Donc on parlait de la concurrence latéral droit équipe de France. Donc Jules Koundé est le titulaire de ce couloir droit en équipe de France, hein. Je pense que sa seule concurrence est Malo Gusto. Lui qui fait des très bons matchs du côté de Chelsea. Mais je pense que Jules Koundé est le titulaire dans la tête de Deschamps. Et le troisième larron est Warren Zahir Emery. Alors Warren Zahir Emery, on le rappelle, il est milieu de base, hein, mais il est souvent utilisé du côté du Paris Saint-Germain en tant que latéral droit quand il y a eu la blessure de Achraf Hakimi, une fois qu'il était à la CAN aussi. Je cherche pas, j'ai raison. Donc une fois qu'il était à la CAN, et il est utilisé à ce poste par Luis Enrique, et pour le coup il fait plutôt des bons matchs, il rend des bons services à Luis Enrique. Donc il est un peu barré par la concurrence au milieu de terrain aussi dans cette équipe de France, donc pourquoi pas le voir arriver en tant que troisième latéral droit avec les Bleus. Donc c'est ce qu'il nous dit dans le live, hein, qui est en forme, qui a un coup d'avance. On fait le point, hein. Un article de Loïc Tanzi, Damien Degore et Tracy Rodrigo. Une grande carrière peut parfois se jouer à des détails, à un peu de chance aussi, mais surtout à beaucoup de talent. Demandez à Benjamin Pavard, appelé en équipe de France en novembre 2017, pour jouer latéral droit alors qu'il évoluait comme défenseur axial à Stuttgart.
Le joueur de l'OM a terminé champion du monde quelques mois plus tard, demandait aussi à Jules Koundé également décalé sur le côté droit de la défense avec le maillot tricolore, contre son gré avant de l'être sur le long terme au Barça. Le défenseur central de formation a disputé la finale de Coupe du Monde en 2022 à ce poste. Et si le prochain joueur à se retrouver dans cette situation avec les Bleus se nommait Warren Zahir Emery, la question aurait pu faire sourire le milieu du PSG la saison dernière lorsque Luis Enrique a commencé à le faire évoluer plus régulièrement comme défenseur. L'international français 9 sélections n'avait pas vraiment goûté à ce poste, mais a su utiliser le temps de jeu offert par son entraîneur pour devenir un latéral reconnu. Je pense que c'est un plus pour moi et aussi un plus pour l'équipe d'avoir un joueur qui peut jouer un peu partout, sur lequel tu sais que tu peux compter, expliquait-il la semaine dernière à PSG TV. Au point d'avoir un avenir à court terme à ce poste en équipe de France, ce n'est pas la tendance pour le sélectionneur Didier Deschamps, mais d'autres y croient. Et pourquoi pas lance Luis Fernandez, 2 fois latéral droit en sélection, notamment face au Brésil lors du quart de finale de la Coupe du Monde 1986, pour ceux qui s'en souviennent. Il sait ce qu'est l'équipe de France, donc il peut postuler à ce poste. Il remplace Hakimi, le meilleur latéral du monde, d'une manière incroyable. Statistiquement, le Parisien profite du style de jeu de son équipe pour se montrer bien plus offensif que ses concurrents français Koundé, Malo Gusto, Jonathan Klaus, ce qui peut cacher quelques lacunes défensives. J'aurais plutôt tendance à dire qu'il ne peut pas être titulaire en équipe de France. À ce poste reprend Manuel Amoros. Je ne veux pas dire qu'il fait de mauvais matchs, mais il a quelques problèmes en défense, comme le PSG est dominateur, on les voit moins. Il ne fait pas assez la couverture, par exemple, lorsque le ballon est sur le côté gauche. C'est un réflexe de latéral qu'on apprend au centre de formation. Zahir Emery, 19 ans, n'a même pas une cinquantaine de rencontres comme latéral droit, quand les autres ont tous été formés comme défenseurs. L'expérience reste un facteur clé pour Deschamps et son staff lorsqu'une grande compétition arrive. C'est pour ça que je réponds non à votre question, poursuit Léo Dubois. Koundé et Gusto ont un vécu supérieur à Zahir Emery, même s'il fait de très bons matchs, ils comprennent le poste, le positionnement que cela demande face à des blocs bas ou un pressing haut. C'est moins naturel pour Warren. Et puis on sait tous que lorsqu'Hakimi va revenir à son niveau, il reviendra au milieu de terrain au PSG. Pour pouvoir prétendre concurrencer Koundé et Gusto à la Coupe du Monde 11 juin 19 juillet, Warren Zahir Emery devra en effet poursuivre sur le long terme comme latéral. Le natif de Montreuil, c'est pourtant qu'il ne devrait pas faire de vieux os derrière, mais compte profiter de ce passage pour devenir un meilleur milieu. Être latéral m'a aussi permis de travailler mon cardio parce que c'est différent lorsque tu évolues en tant que milieu de terrain, confie-t-il à PSG TV avant la réception de l'OM. En kilomètres parcourus, c'est à peu près pareil, mais les courses sont de plus haute intensité et je pense que ça m'a fait du bien. Quand je jouerai au milieu, cela m'aidera à mettre encore plus d'intensité et à toucher encore plus de ballons. Zahir Emery se considère donc lui-même encore comme un milieu, ce qui répond presque à la question initiale. C'est tout le débat, affirme François Clerc. François Clerc, il a des sélections en équipe de France? Ah ouais? D'accord. 13 sélections hein, pour François Clerc, pour ceux qui posent la question. Est-ce qu'il veut avoir un avenir à ce poste? S'il le veut, il l'aura. Il est assez intelligent pour évoluer durablement. Et l'intelligence est primordiale pour un bon latéral. Il est évidemment derrière un Koundé aujourd'hui, mais il a le potentiel pour aller plus haut. On est mi-février et on sait très bien que la vérité actuelle n'est pas celle de mi-mai au moment de la liste. En attendant, cette polyvalence pourrait déjà lui permettre d'être du voyage aux États-Unis. La préparation et le début de la compétition décideront du reste. En juillet 2018 et en 2022, le latéral droit pressenti avant la Coupe du Monde n'a pas été celui qui a débuté la finale. Pavard est passé devant Djibril Sidibé pour la compétition en Russie et Koundé a remplacé le défenseur de l'OM à partir du deuxième match au Qatar. Ok. Gusto peut encore faire mieux. Cette saison à Chelsea, que le manager s'appelle Enzo Maresca ou Liam Rosenior, Malo Gusto demeure un joueur sur lequel le club londonien compte avec l'Italien sur le banc. Le latéral droit français était devenu le titulaire du poste dans les grands rendez-vous face au Bayern ou Barcelone en Ligue des Champions contre Liverpool, Arsenal ou Tottenham en Première Ligue. Avec l'ancien coach de Strasbourg, sa cote n'a pas baissé. Gusto continue d'aligner les titularisations. 6 sur les 7 derniers matchs, profitant du repositionnement fréquent de Reece James au milieu, même si ses performances sont contrastées.
Mardi, par exemple, lors de la réception de Leeds 2 buts partout, l'ancien lyonnais n'a pas toujours été à son avantage, même s'il n'est pas seul responsable de l'égalisation adverse. Il a manqué d'agressivité dans son intervention, tergiversant entre intervenir sur le porteur du ballon ou surveiller Noah Okafor. Pour certains, Gusto est le type de joueur très bon entre les deux surfaces, mais qui doit devenir plus déterminant dans les deux zones de vérité. Défensivement, il n'offre pas encore la fiabilité d'un Jules Koundé. Offensivement, il devrait étaler une autre feuille de stade que 2 buts et 9 passes décisives en 2 saisons et demie en première ligne. Ouais, c'est pas horrible non plus. 2 buts, 9 passes décisives. Bah, y a pire, franchement, il y a pire. Euh, Ferrare, une saison encore vierge de blessures. Malgré tout, Gusto progresse. Ses 2 buts, il les a marqués cette saison contre Wolverhampton et contre Everton. Surtout, il enchaîne à son arrivée à Chelsea à l'été 2023. Il sortait d'une saison lyonnaise à 111 jours d'infirmerie. Les blessures se sont poursuivies les 2 années suivantes au point qu'il n'a jamais réussi à faire un exercice à plus de 40 matchs avant 2024-2025. Mais cette saison, le défenseur international français de 22 ans n'a quasiment pas été blessé, en est déjà à 33 matchs, toutes compétitions confondues. Pardon. Ce qui fait dire à un observateur avisé du foot anglais, c'est un joueur qui a beaucoup de qualité mais qui est encore dans un processus de développement. Koundé cherche son nouveau souffle, c'est un fait, Jules Koundé a rarement déçu depuis son arrivée au Barça. Pièce essentielle du triplé national des Blaugrana la saison dernière et meilleur allié de Lamine Yamal sur leur côté. L'ancien Bordelais n'a que des supporters à Barcelone au point d'y avoir été considéré comme l'un des meilleurs du monde à son poste. Il y a encore quelques mois, mais la vérité de cette saison est différente avec des prestations en deçà de ses très hauts standards de la saison dernière. Un constat partagé par les médias catalans cette semaine, le quotidien Sport s'est fait l'écho de la situation avec un article au titre évocateur. La baisse inattendue de Koundé, inattendue car le défenseur de 27 ans est considéré comme parfait depuis son arrivée en 2022. Aucun temps d'adaptation, un rendement quasi instantané et une condition physique exceptionnelle qui lui a permis d'enchaîner les rencontres comme jamais, devenant un soldat de Xavi, puis du successeur de l'espagnol Hansi Flick. Encore cette saison, il est le deuxième joueur le plus utilisé, toute compétition confondue par le coach allemand après Eric Garcia. Au club, on concède que la question sur le niveau du joueur est pertinente, mais sans émettre aucune inquiétude. Régulièrement dans la capitale catalane, on rappelle à quel point être défenseur latéral du Barça est l'une des choses les plus compliquées. Comprenez que Koundé n'est pas latéral de formation et que tous ses concurrents ne jouent pas dans le style ultra-offensif du Barça devant un joueur aussi mouvant que Lamine Yamal. Du côté de joueurs, on reconnaît une baisse de niveau. En ce sens, son travail n'est pas exactement le même en équipe de France où il compte 46 sélections. Et chez les Blaugrana, mardi matin, lors de l'entraînement, la scène n'a échappé à personne. C'est ensemble que Flick et Koundé ont rejoint le terrain en pleine conversation. Du côté du joueur, on reconnaît une baisse de niveau et on rappelle que le début de saison n'a pas été fluide. Victime d'une lésion aux ischio-jambiers de la cuisse gauche lors de la demi-finale allée de la C1 face à l'Inter Milan l'année dernière, le joueur n'avait pas pu disputer le match au retour et avait vu les siens être éliminés depuis les tribunes de Giuseppe Meazza. Une préparation tronquée et quelques petits pépins n'ont ensuite pas aidé à le remettre sur la voie que la saison dernière, la même voie que la saison dernière, mais autour de lui, on l'assure, Koundé va très bien et il se sent de mieux en mieux pour affronter les défis importants du printemps et de l'été. Si Flick a reconnu mercredi en conférence de presse à la veille d'une demi-finale allée de la Coupe du Roi contre l'Atlético Madrid, quelques coups de moins bien, il n'a pas semblé inquiet. Jules est un battant, il est toujours concentré, on est tous humains. Et il arrive qu'on ne soit pas au top de sa forme, mais lui il se bat toujours, même quand il a du mal à démarrer. J'apprécie ce qu'il fait, il a un mental d'acier. Koundé prolongé jusqu'en 2030 l'été dernier reste l'un des hommes forts de son entraîneur. Et l'arrivée de Joao Cancelo en prêt cet hiver n'a pas changé cette donne. Voilà pour cet article. Si vous souhaitez ma théorie c'est que Jules Koundé sera titulaire, Malo Gusto sera la doublure. Jonathan Klaus, il a été sélectionné auparavant, je pense que cette saison, il ne mérite pas d'aller à la Coupe du Monde 2026, même s'il se reprend bien petit à petit du côté de l'OGC Nice. Et concernant Warren Zaïre-Emery, vu que maintenant on a le droit à des sélections à 26, possiblement il sera dans les milieux de terrain. Sur ces milieux de terrain en plus, on sait que la concurrence sur ce poste de 4e, 5e milieu de terrain en turnover, elle est pas mal. Donc que ça soit Warren Zaïre-Emery, que ça soit, on peut penser à Matteo Guendouzi, Kefren Turam. Donc possiblement il sera sélectionné en équipe de France en tant que milieu de terrain et il peut être polyvalent. Possiblement ça sera une option pour l'utiliser à droite, mais il sera présent
lors de cette Coupe du Monde. On sait aussi que, par exemple, un joueur comme Eduardo Camavinga est capable de jouer aussi latéral gauche. Il me semble qu'il a fait quelques matchs à droite aussi. Mais voilà, ça sera une option dans la tête de Didier Deschamps. Il sera sur le banc des milieux de terrain. Et en cas de blessure de Malo Gusto ou de Jules Koundé, ce que l'on ne souhaite pas, on touche du bois évidemment, euh, il pourra être utilisé en tant que latéral. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que possiblement il peut rentrer dans cette hiérarchie des latéraux? Honnêtement, ça m'étonnerait beaucoup aussi. Mais en tout cas, c'est vrai que ce repositionnement à droite pendant l'absence d'Achraf Hakimi lui a fait du bien, hein. Il est meilleur même quand il joue milieu de terrain. C'est plutôt intéressant de le voir comme ça. Voilà. Est-ce que des gens sont présents sur que ça soit sur Twitch ou TikTok? Sinon, on s'arrête là. Il nous reste une vingtaine de minutes pour ce live. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand monde, donc pourquoi pas s'arrêter là, sachant que j'ai quelque chose à faire. Une personne en moyenne. Super. On va quand même continuer hein, tous les matins, 10h midi. On va quand même finir ce live. Hein, on va jusqu'à midi et après on s'arrête. Donc j'avais encore deux autres petits articles concernant le Paris Saint-Germain et la forme retrouvée de certains joueurs et de l'équipe au général, et aussi le positionnement de Denis Zakaria. Les deux équipes jouent ce soir, hein, le Paris Saint-Germain et l'AS Monaco de Denis Zakaria, ce soir en Ligue 1. Après, n'hésitez pas, s'il y a des gens présents sur le live, n'hésitez pas à discuter avec nous, hein, à vous présenter. À donner votre avis sur tout ce que l'on raconte sur ce live. Alors, l'article écrit par Vincent Duluc, des têtes un peu plus reposées, des jambes qui suivent et des indicateurs de performance en hausse. Cette fois, le PSG semble bien lancé. Alors que le PSG a impressionné face à l'OM dimanche dernier et doit enchaîner sur ce registre ce vendredi soir à Rennes. Euh, Ce vendredi soir à Rennes, dans le cadre de la 22e journée de Ligue 1, le repos reste la clé de la gestion de Luis Enrique. Je viens de voir une personne qui a demandé à être invité sur le live. Malheureusement, je fais pas ça. J'aimerais bien le mettre en place un peu plus tard, petit à petit. Mais pour l'instant, je ne fais pas ça, NFC Mangalichi. Après, si tu souhaites discuter avec nous, n'hésite pas à le faire dans le chat. Mais je ne sais pas si la technique est plutôt bonne pour faire ça. Donc, pour l'instant, on évite d'inviter des personnes sur le live. Mais si tu as un avis au sujet du football, n'hésitez pas à le mettre dans le chat. Voilà. En tout cas, là, on parle du Paris Saint-Germain. Et de cette équipe qui se relance petit à petit. Personne ne connaît complètement le sens du triomphe du PSG face à l'OM dimanche dernier. On a encore changé de coach après le nul face aux Wolves. On parle de Nottingham. Ah ouais, NFC c'était pour Nottingham Forest. Ok. J'ai pas suivi. Nottingham Forest a changé de coach du coup, c'est ça que tu es en train de nous dire. Le premier coach cette saison, c'était quoi? C'était Spirito Santo. Là, je sais même pas qui était coach, honnêtement. Sean Dice, d'accord. 114 jours après l'avoir engagé. C'est le quatrième coach cette saison. Ouais, Nottingham Forest, hein, on en parle souvent quand on parle de Première Ligue. Du coup, on ira sur le PSG un peu plus tard. On en parle souvent de Nottingham Forest qui sont en difficulté par rapport à la bonne saison qu'ils avaient fait la saison dernière. Si tu es un supporter, comment tu peux expliquer cette perte de ces nombreux matchs du côté de Nottingham Forest? C'est les joueurs qui ne sont pas au niveau. C'est encore une fois le président qui fait des siennes. Je sais pas comment. Et dû aux blessures. Euh, Ouais, après les blessures, évidemment, ça explique pas forcément tout, même si ça peut être des cadres. On va essayer d'aller voir Nottingham Forest.
Murillo qui se blesse, Eina qui se blesse. C'est vrai que Murillo c'était un très bon défenseur l'année dernière. Morato a tué Nottingham Forest. Morato, c'est quoi? C'est le buteur, c'est ça? Pourquoi ça marche pas aussi, ce site de con? C'est le troisième central, d'accord. Donc j'ai vraiment pas suivi Nottingham Forest. Du coup, contre Fenerbahçe, ça paraît mort la suite de l'Europe. C'est l'Europa League où ils sont. Oui, c'est ça. Contre Fenerbahçe, c'est l'Europa League. C'est le seul joueur capable de faire 0% de passe de réussite dans un match. Ouais, en plus, si c'est un défenseur central, c'est plutôt catastrophique quand même. Angleterre. Nottingham Forest. À voir si on joue nos titulaires, on gagne. Après, là, c'est que tu es en difficulté quand même dans cette première ligue. 17ème, tu joues même peut-être un peu avec la peur. Qu'est-ce qu'on a? En plus, sachant que ton prochain match, c'est Liverpool. Ouais. Je saurais pas dire, j'avoue que Nottingham Forest, je les ai regardés rapidement en début de saison, j'ai pas trouvé ça fou. Du coup, j'ai un peu lâché récemment. Mais si tu me dis que vous pouvez gagner contre Fenerbahçe, je te fais confiance hein, si tu regardes les matchs. Mais ouais, est-ce que tu penses quand même que le club va se sauver malgré le quatrième coach cette saison, ou ça risque d'être compliqué? On sait que West Ham reprend du poil de la bête, donc possiblement ça peut être bizarre hein, cette fin de saison de Nottingham Forest. Voilà, ils sont là, un 17ème avec 27 points à 3 points de West Ham. Après, je sais pas si tu as vu Elliot Anderson qui va partir pour 110 millions. 110 millions pour Elliot Anderson. Pardon? Qu'est-ce qu'on me raconte là? Après, c'est des infos de chat. J'aime bien quand même les vérifier. Ah ouais, 110 millions. Après, si c'est encore Manchester United qui met des prix exorbitants, Manchester City prêt à sortir le chéquier. Après, c'est un bon joueur, hein, Elliot Anderson, honnêtement, mais 110 millions, c'est encore les prix. C'est le milieu le plus fort de PL. Oh là là, oh là là, oh là là, tranquille là par contre. Faut quand même doser les propos. Même si c'est un très bon milieu de terrain, il n'y a pas de doute. Après, il joue dans une équipe où genre, l'équipe joue plutôt pour lui ou lui joue pour les autres. Hein. Il fait partie des meilleurs joueurs de cette équipe de Nottingham. Je suis pas sûr. Elliott a 2 fois plus de ballons récupérés que n'importe qui au monde. Oui, mais là t'es un peu sur un avis de supporter, mon ami. Faut quand même doser. Hein. Même si ça reste un très bon joueur, ça je n'en doute pas. Hein. Il y a quand même des milieux de terrain, de renom dans cette première ligue. Après, non, c'est statistiquement parlant. Oui, mais les statistiques, on en fait un peu ce qu'on veut. Hein, en général. Mais j'ai envie de te croire, si les meilleurs récupérateurs en première ligue, déjà c'est une bonne stat. Hein, je dis pas que c'est un mauvais joueur. Après, est-ce qu'il vaut 110 millions? Là, sur Transfermarkt, il est coté à 60 millions d'euros. Honnêtement, à voir. Si c'est encore Manchester United qui veut mettre 100 millions sur un joueur de première ligue, ils ont le droit. On parle de Manchester City aussi. Donc c'est quoi Elliot Anderson, il est... C'est un ballon d'or, c'est ça que tu es en train de me dire? On va quand même doser. C'est lui aussi qui réussit le plus de passes au monde devant Pedri. Mais bon, je veux bien, mais entre Pedri, mon ami, et Elliot Anderson, bon, la question est vite répondue quand même. On va pas se le cacher. Même si c'est un très bon joueur, il n'y a pas de doute. Sur ça, je te le répète. Mais t'essayes de défendre un peu, de prêcher une paroisse
Et à voir ce que ça donne dans un grand club aussi. S'il arrive à s'imposer parmi des milieux de terrain de talent, avec comment dire, des attentes plus élevées, que ça soit au niveau des résultats, que ça soit lui dans le jeu, je demande toujours à voir. Là, il est dans une équipe de Nottingham Forest qui est catastrophique, du coup, 17e de Première Ligue. On verra s'ils sont en barrage, s'ils passent les barrages de Ligue Europa, en plus contre Fenerbahçe qui s'est énormément renforcé cette saison. Je veux bien voir ça aussi. Donc voilà. Donc voilà pour Elliot Anderson et cette équipe de Nottingham Forest. On va voir quel coach ils vont prendre. Est-ce qu'ils vont pouvoir se redresser? S'il faut, ils vont descendre en Championship aussi, hein. En étant celui qui en fait. D'accord. D'accord. Tu veux pas lâcher le steak par contre. Euh, Oui, sûrement. Sûrement, j'ai envie de te croire, hein. Je vais pas aller vérifier ses stats, mais à mesurer quand même au niveau des stats. Mais je peux t'envoyer les stats vraiment. Non, mais je m'en fiche. Vraiment, les stats, on peut en faire ce que l'on veut. J'ai envie de te croire, hein. Enfin, je te crois sûrement sur les stats, hein. C'est pas le souci qu'il a des excellentes statistiques. Mais il y a un contexte à mettre quand même avec ce joueur de 23 ans. Euh, donc j'aimerais, voilà, si vraiment on veut l'acheter pour 110 millions ou 60 millions d'euros, j'aimerais vraiment voir ce qu'il vaut dans un club, dans un top club. Et surtout le fait qu'il est titu devant Rice en Angleterre. Oui. Oui, oui, non mais oui, y a pas de souci. Est-ce qu'il sera titulaire lors de cette Coupe du Monde aussi? On verra, mais je n'ai pas de doute. Il me semble l'avoir vu jouer sur certains matchs et que je l'ai trouvé plutôt intéressant. Mais je veux quand même laisser du temps et pas m'enflammer tout de suite sur ce joueur. Tuchel a dit qu'il serait titulaire. Ok, ok. Écoute, on fait un truc. Je m'attarderai plus sur les matchs de Nottingham Forest, sur Elliot Anderson. Et n'hésite pas à revenir sur les matchs, enfin sur les lives, pardon, euh, quand Nottingham Forest joue. Et on essayera d'en discuter, évidemment. Comme ça, j'essaierai de te donner un avis le plus récent possible et le plus, euh, le plus objectif possible sur ce joueur. Voilà. Je peux pas t'en dire plus. Mais après, je comprends que tu connaisses pas beaucoup Elliot, c'est normal qu'il joue dans un club. En tout cas, merci pour le follow. Merci énormément, ça fait extrêmement plaisir, hein. Les débats foot, c'est toujours ce qui nous intéresse le plus. Euh, je te promets que je suivrai Elliot Anderson, en tout cas, et Nottingham Forest, pour essayer d'en discuter plus précisément avec toi. J'avoue que moi, j'ai un peu lâché Nottingham cette saison. Euh, mais on verra, en tout cas, pour la suite. Mais en tout cas, merci infiniment pour le follow, ça donne énormément de force pour continuer à faire ces lives tous les matins et discuter avec de plus en plus de personnes. Mais tu penses que le PSG a des chances de regagner cette Ligue des Champions? Alors sur le PSG, on était sur cet article du PSG qui retrouvait petit à petit la forme. Est-ce que moi je pense que le PSG peut regagner cette Ligue des Champions? En tout cas, ils ont les armes. Ça a l'air de se relancer petit à petit. Après, ils ont vraiment un début de saison compliqué, je ne saurais pas comment le dire, à cause de la non-préparation, à cause de l'absence de certains joueurs pour cause de blessures. On sait que la saison dernière, hein, ils ont réussi à... C'est à ce moment-là qu'ils ont vraiment lancé leur saison, qu'ils ont eu ce déclic, et qu'après ça a été un tout droit, enfin un tout droit, vers la Ligue des Champions. Honnêtement, en plus, ils n'ont plus la Coupe de France à jouer. Ils doivent quand même faire attention en Ligue 1, hein. Ils sont qu'à 2 points de lance, même si je pense qu'ils seront champions. Ça reste une très bonne équipe. Les joueurs reviennent petit à petit de blessures. Bah Dembélé il s'est bien relancé récemment sur les derniers matchs. Contre Lille, il met un très beau but. Contre Marseille, il leur fait quand même une sacrée danse. Euh, Après, il a été blessé, il faut juste qu'il se remette un peu en rythme. On verra contre Monaco en Ligue des Champions. Là aussi, contre Rennes, on verra s'il est capable de faire
un match niveau Ballon d'Or, mais récemment, je trouve qu'on retrouve petit à petit ce niveau de Dembélé qu'on a vu la saison dernière. Sur toute la saison, je le confirmerai pas, mais en tout cas, sur les récents matchs, je le trouve plutôt intéressant. Après, le PSG gagner avec des champions, ouais, c'est possible. Je vois pas forcément d'énormes favoris dans cette Ligue des Champions, hormis le Bayern. Euh, Arsenal, même s'ils ont gagné tous leurs matchs de phase de ligue, ils sont en difficulté en première ligue, donc je les vois. Enfin, j'aimerais bien qu'ils se concentrent plus sur la première ligue que vraiment la Ligue des Champions. Et après, sur les autres équipes, City, je suis pas sûr, je pense qu'ils sont battables. Le Real, bon, on connaît la situation du Real en ce moment. Le Barça, ça prend beaucoup trop de buts. Ils en ont encore pris 4 en une mi-temps contre l'Atlético. À quel club on peut penser aussi? Après, il peut avoir une surprise, mais oui, le PSG reste parmi les favoris de cette Ligue des Champions. On va sur cet article. Personne ne connaît complètement le sens du triomphe du PSG face à l'OM dimanche dernier. Paris a retrouvé du pouvoir de décision dans les 30 mètres. Il s'est créé un nombre de records d'occasions dangereuses, mais les portes n'avaient jamais été aussi ouvertes. Ça sera le dernier article de cette journée, de cette revue de presse. Paris a de nouveau été féroce, mais face à un OM qui s'est laissé glisser dans la crise et a participé à pousser Roberto De Zerbi à partir. Cette saison d'ailleurs, le PSG n'a pas encore livré 2 matchs aussi convaincants à la suite et ce sera l'enjeu de son voyage à Rennes ce vendredi soir. Merci Alexis pour le follow. Merci énormément pour le follow sur ce live. Ça donne énormément de force. Et bienvenue à toi si tu ne connais pas Atric FR. N'hésite pas à aller voir la chaîne YouTube. 4 jours avant son playoff. Donc voilà, le Paris Saint-Germain joue Rennes ce soir et après il joue en Ligue des Champions contre Monaco. Du mieux par exemple sur les distances et volumes de sprint. Jusque-là, les champions d'Europe se sont montrés assez irréguliers, même s'ils sont leaders de Ligue 1, même s'ils ne comptent que 2 points de moins que la saison dernière après 21 journées. Jusque-là, chacun s'est demandé si le PSG était freiné par une fatigue physique ou mentale ou les deux. Physiquement, après 29 matchs de Ligue 1, de C1 et de Ligue 1, dont 7 en 2026, plusieurs valeurs indiquent une progression depuis les fêtes sur le nombre de courses à haute intensité et sur les distances à haute intensité. Le PSG-OM apparaît respectivement à la première et à la deuxième place de la saison sur les distances et volumes de sprint. 4 des 7. Wow. Bon, il y a un peu trop de stats. Il est 11h57 en plus, j'ai un peu. En tout cas, le PSG se relance bien, si c'est ce qu'on peut dire sur cet article. Le PSG se relance bien. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'ai pas mal de choses à faire cet après-midi. Donc merci à tous d'avoir été présents. Merci à tous pour les cadeaux. Ça fait extrêmement plaisir. Encore une fois, merci pour les follow aussi. N'hésitez pas à revenir. Demain, on se retrouve 10h midi en live sur Twitch et TikTok. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Merci à tous ceux qui étaient présents pour la force. Même à ceux qui étaient sur Twitch, même si vous n'êtes pas forcément présents sur le chat. Merci à ceux qui étaient là. On se retrouve demain 10h midi en live. Passez une bonne journée, un bon appétit. Force à ceux qui vont au travail et on se retrouve demain. Ciao les amis.